Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Champ des Possibles. Le Champ des Possibles, c'est le hors-série de la série Pod Conseil qui s'intéresse à la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits à la ferme. Et pour cet épisode, aujourd'hui, je suis accompagné par mon collègue Jawad. Jawad, comment vas-tu ? Ça va super, et toi Edouard ? Écoute, ça va bien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux légumineuses. Alors Jawad, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi rentrer dans ce thème et quels sont un peu les enjeux des légumineuses ? Oui, alors les légumineuses, elles sont préconisées dans les rotations récemment en agriculture, particulièrement en agriculture biologique. Pourquoi ? Parce qu'elles fixent de l'azote. Et on sait aussi qu'il y a certaines contraintes qui sont liées à la consommation, notamment au fait que parfois il fallait les laisser tremper ou bien que les gens n'ont pas l'habitude de savoir comment les préparer. Et il y a aussi des contraintes qui sont liées à des enjeux de marché et de politique, par exemple les contingents d'importation, ce qui font que les légumineuses qu'on produit en Suisse sont souvent en compétition avec des produits importés. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie d'emmener les auditeurs et les auditrices sur une ferme qui produit des légumineuses et puis de discuter aussi avec quelqu'un qui les transforme. Alors, présente-nous ces personnes. Alors, on est aujourd'hui en compagnie de Francis Yagui, de la ferme Yagui à Coinsin, qui est producteur donc, de légumineuses diverses. On va le laisser en parler lui-même. Et on est aussi accompagné de Madame Kim, de l'entreprise Terra Soja, qui transforme du tofu depuis déjà plusieurs années. Et on va un petit peu voir quelles sont les synergies, comment s'est lancé un peu ce projet et comment est-ce qu'il a évolué. Rentrons dans le vif du sujet. Francis, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton exploitation pour commencer ? Oui, alors bonjour à tous. Moi-même, j'ai repris l'exploitation familiale en 2010. On cultive environ une trentaine d'hectares. On est assez diversifié en différentes cultures. On a environ une dizaine de cultures différentes, dont le soja, qui est une des légumineuses qu'on cultive. On a aussi du pois chiche comme légumineuse. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a démarré en 2016 le soja. D'accord, donc le soja, ça a été par curiosité un petit peu quand même. C'est un peu grâce à Madame Kim, qu'on a voulu un peu démarrer. Et puis voilà, la tendance était, je crois que 2016, il me semblait que c'était l'année de la légumineuse mondiale ou un truc comme ça, dans ces années-là. Et puis simplement, voilà, c'était l'histoire de démarrer une autre culture. Et puis dans la rotation, ça se porte bien. Ouais. Un bon moment pour un top départ. Hein. Oui. Évidemment, la légumineuse. Moi, j'ai une question qui vient tout de suite en tête parce que le soja, en général, on entend souvent parler en valorisation fourragère. Et toi, d'après ce que je comprends, c'est que tu as directement voulu partir en alimentaire vu que tu avais une possibilité de transformation. Oui, exactement. Nous, c'était l'idée la première année de transformer en tofu directement sur la ferme avec Madame Kim. Et puis en fait, oui, pour moi, c'était logique de le faire en alimentaire. Et puis aussi le prix, simplement. Aussi, il n'y a pas photo entre fourrager et alimentaire. C'est quoi la différence ? Alors, je ne sais pas exactement, vu qu'il y a tellement longtemps que je n'ai pas revendu ma graine sur le marché, sur les grossistes, on va dire. Mais il me semble que c'est deux fois et demi le prix par rapport à du fourragé, il me semble. Ouais. Et du coup, Madame Kim, toi, tu préparais déjà du tofu avant de rencontrer Francis, ou bien ça s'est lancé les deux projets en même temps, la culture et la transformation ? Non, j'ai jamais fait le tofu dans ma vie avant. C'était plutôt mangeuse. Et c'était 2015, j'ai croisé Francis dans la rue. Et puis, il m'a dit qu'il a planté du soja pour essayer. Et cette année, fin d'année, j'ai reçu une petite quantité de graines de soja qui étaient cultivées ici. C'était pour un essai, je crois. Et puis, j'ai essayé de faire le tofu. J'ai regardé YouTube, bien sûr. Après, j'ai essayé, fait comme ça. Et puis, on a fait un blind test entre les amis de Coinsin. Et le résultat n'était pas si mal. Et Francis, il m'a proposé d'aller au marché bio à Morges, où j'ai préparé tout à la main. À ce moment-là, j'avais rien. J'avais une casserole et une plaque et une spatule. Et j'ai fait ça tout à la main et j'ai préparé environ une centaine de tofu. Et au marché, ça a commencé à 9h. J'ai amené le tofu. J'ai tout vendu. Midi, il n'y avait plus rien. Ah ouais. Alors, voilà, c'était comme ça. Et puis, j'avais autre travail à ce moment-là. Et après, Francis, il a préparé le self-service. Il y avait déjà, je crois,
On avait Tout au déjà, début. mais on a acheté le frigo. Voilà, Oui, c'est le un frigo tout hasard. Ouais, ouais. On a trouvé un frigo. Et puis, j'ai fait le tofu comme un hobby samedi, un petit moment. Et on a mis quelques paquets de tofu au self-service. Et c'est parti. J'ai utilisé 25 kilos de soja par mois cette année-là, au début. Et maintenant, c'est un peu changé. Et à partir de 2018, je fais le tofu 100% pour ma vie professionnelle. Est-ce que c'était déjà dans l'objectif de diversifier un petit peu l'offre des produits qui étaient commercialisés au magasin? Parce que si je ne me trompe pas, tu vends aussi des produits, du soja ou des lentilles ou du pois chiche qui sont juste préparés pour être préparés chez les gens. Ouais, alors tout à fait, on a notre magasin à la ferme. Et puis, en fait, c'était simplement l'idée d'avoir plus de produits. Et puis, l'idée a toujours été d'essayer de produire quelque chose sur la ferme et de le transformer sur la ferme. Ça apporte une plus-value. Alors là, c'est pas moi-même directement que je le transforme moi-même, mais ça apportait un produit de plus de la ferme sur le magasin. Et ça a participé au rayonnement du magasin, tu dirais? Ça a été un facteur de succès Oui, parce que c'est là qu'on a, jusqu'à ce point-là, on vendait que des produits qui étaient secs, on va dire. Et c'est là qu'on a acheté un frigo et qu'on a commencé avec le frigo. Et voilà, ouais. Maintenant, on a plein d'autres produits autres que le tofu, bien sûr, mais ouais. Tu avais dit tout à l'heure que tu avais commencé avec 25 kilos de soja Par mois. par mois. Maintenant, tu en as combien? Parce que j'ai pas bien. L'année passée, j'ai pris du soja, c'était environ 5 tonnes. Ah ouais. Ouais. Mais Donc, c'est faudrait déjà un diviser peu par deux. diminué l'année précédente. Une fois, j'ai vu que j'ai pris 6 tonnes et demie pour une année. C'était 2022, je crois. 2021, 2022. Et maintenant, c'est un peu diminué. Et c'est environ 5 tonnes. 5 tonnes. Je C'est fais pas mal. le tofu environ 6 tonnes ou 6 tonnes et demie pour l'instant. Voilà. Et en fait, il y avait déjà la base consommatrice, en fait, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est que ça part bien, quoi. Au début, pas du tout. Au Ah ouais? début, c'était tout doucement. Tu ne peux pas dire pas du tout. Il y avait déjà des demandes. Il y avait déjà des gens qui cherchent des protéines végétaux qui vont remplacer la viande. Et heureusement, j'ai pu commencer mon travail au marché. J'étais au marché de Glans dès le soir. Alors le matin, j'ai préparé les graines et j'ai fait le tofu et je suis allée au marché. Et là, j'ai fait la dégustation. J'ai montré toujours comment on peut cuisiner le tofu et je les ai proposé de déguster. Et comme ça s'est devenu un peu connu, je crois. Oui, et puis après, j'ai fait aussi pas seulement le tofu au soja. Comme Francis, il avait aussi pois chiches. J'ai fait du tofu au pois chiches. J'ai fait du tofu aux lentilles. J'essaie de faire plusieurs variétés pour des gens qui ont allergie du soja. Alors, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui s'y connaissent pas trop, en fait, est-ce que tu pourrais expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est le tofu, en fait? En Corée, on dit dubu. Alors, le tofu, c'est un peu comme un fromage, si je peux expliquer pour les Suisses. Oui, ça peut être comme un fromage frais de soja. Et le processus est presque pareil qu'on fait le fromage, mais c'est pas fermenté. C'est un morceau de protéines de graines de soja. Et donc, dans les ingrédients pour du tofu classique, il y a du soja et il y a quoi d'autre qui entre dans la composition? Ça dépend de l'entreprise. En tout cas, des artisanats, on met du sel de nigari. C'est le chlore de magnésium. Hein. C'est pour coaguler les protéines en forme de tofu. Et autrement, de l'eau et beaucoup d'amour. Et du coup, avant, tu as dit que tu t'es diversifié dans une gamme avec du tofu de lentilles et puis de pois chiches. Je serais curieux de savoir, je sais que tu as différents autres produits que tu fais, notamment un lait de tofu Oui. et un autre, et que tu fais aussi des produits de saison. Est-ce qu'il y a des synergies en fait avec d'autres produits que produit Francis dans la gamme que tu as actuellement? Mais synergie de quel sens? Est-ce que tu reprends d'autres cultures qu'il fait pour des fabrications ou... Du colza ou des trucs comme ça. Oui, j'essaie de prendre tous les produits de Francis.
en fait. Parce que nous, on a un produit qui s'appelle le tofu à tartiner. Ça, c'est quand on emballe le tofu, pour l'instant, tu fais l'emballage sous vide. Et le poids est à peu près fixe. Et pour ça, tu dois couper beaucoup de tofu pour avoir le bon poids. Et au lieu de jeter les chutes de tofu, j'utilise ça avec de l'huile koja de chez Francis et des graines de caméline de Francis. Comme ça, tu fais comme un crème à tartiner pour légumes ou pour le pain. Et aussi, en fait, j'ai fait le tofu à pois chiches, de pois chiches. Et une année, il n'avait pas assez de pois chiches. Alors, c'est pour ça que j'essaie de faire lentilles. Au lieu de prendre des graines d'ailleurs, c'était ça. Et Francis, j'ai une question pour toi. Par rapport au volume que tu produis de soja, de lentilles et d'autres légumineuses qui peuvent être valorisées via cette transformation, tu dirais que ça représente à peu près combien de pourcentage de ce que tu produis qui passe en tofu ou en pâte à tartiner? Alors le soja, il y a Mine qui me prend une bonne partie, presque l'entier, et j'ai aussi une autre personne qui fait du miso avec. Le miso, c'est la pâte miso, c'est pour faire les soupes, c'est japonais ou asiatique. Voilà, il y a un autre débouché du soja. Et moi, j'en cultive en général chaque année, plus ou moins, ça fait une moyenne environ de 2,5 hectares, voilà. En pourcentage, difficile de dire, mais voilà la surface, plus ou moins. C'est pas mal. Et aussi, j'aimerais rajouter une bonne synergie. C'est pas seulement la qualité de tofu. Mais bien sûr, la qualité de tofu, ça, tu peux garantir parce que ça vient dans une ferme. Et tu connais le producteur, tu connais les terres, tu connais de l'eau, tu connais ce climat. En plus que j'habite à côté de la chambre. Pas seulement ça, mais aussi pour convaincre des clients. Dans le sens de marketing, dans le sens de histoire. Ça, c'est vraiment une bonne synergie parce qu'au début, on est allé au marché ensemble. C'est Francis qui m'a amené beaucoup de gens aussi pour participer au marché bio et tout ça. Et on a partagé. Et puis, c'était tellement facile à expliquer. C'est lui qui a cultivé des graines et puis tu fais le tofu. Et après, des clients sont contents parce qu'il peut faire confiance. Et c'est ça. Une synergie. Ouais, puis si j'ose rebondir là-dessus, mais principalement, je peux dire, c'est la qualité de ton tofu. Ouais. Aussi. Mais le grain soja est très, très bonne qualité. Ouais. Est-ce que, tu as dit avant que tu t'es parti au début avec une casserole et puis des plaques dans ta cuisine et puis 25 kilos par mois. Ça a été quoi un petit peu les étapes et t'en es où maintenant? C'est quoi l'infrastructure qui est nécessaire pour produire le tofu? Le grande entreprise qui est vraiment important, c'est la santé du producteur. Mais à part ça, maintenant, j'ai importé une machine de Corée. Et probablement, tu vas changer le système aussi, comme ici, comme en fromagerie. Mais en tout cas, on a besoin d'une machine pour bien broyer les graines au soja. Ou le soja pour avoir du lait soja. Et après, on a besoin encore marmite pour cuire. Et après, pour presser, pressoir, on a besoin. Alors, on a besoin d'une cuisine complète. Mais maintenant, c'est un peu changé, oui. Oui, parce que du coup, ça fait 8 ans, si je calcule de tête, que ça a commencé, cette histoire de tofu et de soja. C'est juste? Et cette transformation, cette mécanisation de l'atelier de transformation, en 8 ans, ça a suivi? Non, j'ai commandé, j'avais un casque en 2015, novembre. Et j'ai trouvé une machine broyeur qui vient de Chine. Et c'était 2016. Donc, juste un an après, en fait. Oui. Et après, j'ai bien travaillé, mais aussi tout était disponible parce que j'ai commencé mon travail à la ferme Miyagi avec une aide de Francis. Et j'avais pas besoin d'investir pour acheter le frigo parce qu'il y avait déjà la chambre froide, il y avait déjà la machine sous vide. Maintenant, je sais que ça coûte très, très cher, mais à cette époque-là, je ne savais pas parce que c'était déjà tout installé. Il y avait des caisses, il y avait tous les bidons, toute cette installation du boiler, c'était tout grâce à cette ferme qui était déjà installée, j'ai pu démarrer avec un casserole. C'est en fantaisie, en fait. En fait, c'était un ancien labo de boucherie. Voilà. C'est ça que les locaux se prêtaient bien à ce genre. Ah oui, d'accord, donc il y avait déjà
Voilà. Enfin, C'était le terreau déjà fertile, quoi. Ouais, voilà. Et après, j'ai pu trouver un local à Coinsan, dans le même endroit, parce que pour moi, c'était important d'avoir l'eau, utiliser de l'eau de Coinsan pour continuer à faire le tofu. À mon avis, c'était très, très bonne qualité et c'était très bonne. C'est toujours bonne. Et puis, j'ai trouvé, et j'ai commandé d'abord la machine, tout le système, et le vapeur, tout pressoir et tout, de Corée, c'était 2018. On l'a envoyé 3 ici, ans on a après. installé toujours à la ferme et après j'ai trouvé un autre local et je suis déménagée en 2019. Oui. Mais tout était aussi possible parce que j'ai eu la chance. Mais d'abord, j'ai pu vendre du tofu et tous les produits à la ferme, ce self-service qui marchait assez bien. Et comme ça, j'ai pu aussi un peu épargner aussi pour avancer. Et puis, tu fais ça toute seule? Maintenant, non. À l'époque, oui. Jusqu'à 2019, j'étais tout seul. Ah ouais, donc c'est en gros fin 2019, tu avais les installations, Oui. le bon endroit, grâce Oui. au self de Francis, tu avais tout ce qui était à Exactement. disposition. Et là, tu t'es dit, allez, j'embauche. Et... Oui, aussi 2019, j'ai participé à une émission, La cuisine de chez nous. Et après cette émission, ça m'a aidé beaucoup et j'avais besoin des gens. Oui. C'était pas seulement à cause de ça, mais oui. Et donc actuellement, il y a combien de personnes qui travaillent pour la pour la transformation et puis j'imagine aussi pour la vente? Enfin, t'écoules dans quel canal de distribution? Pour dire ça, je dois dire que 2023 ou 2023, j'ai ouvert un takeaway à Morges. Et là, je cuisine avec tous mes produits, des plats coréens. Et là, on a si tu veux, on a 7 personnes pour l'instant. Il y a 3 personnes qui sont à la production, 3 et demi, on dirait. Et puis 12 autres, c'est à Morges. Alors on est 6 ou 7 personnes, je ne me rappelle plus. Trop de monde. Oui. Et du coup, Francis, tu es quand même pas mal dans la transformation sur place. Il me semble que tu fais du pain, il me semble que tu... Donc... Enfin, rajouter un atelier de transformation, ça fait pas peur, quoi. Oui, alors dans ce côté-là, c'était pas moi même l'artisan qui transformait. Oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça, je veux dire, comme le pain, on a... Non, mais t'as quand même, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même des structures qui a été plus ou moins accueillies Oui. dans le reste de ton exploitation. Oui, parce qu'on avait les locaux, et puis ça se prêtait bien, et puis c'était comme ça, voilà. Puis maintenant, ben oui, tout à fait. Pour le pain, c'est pareil, hein. T'as un boulanger qui... Voilà, on a une boulanger sur on une boulangerie sur la ferme, tout à fait. Alors là, ça n'a rien à voir, parce que là, on a construit les locaux pour. Voilà. Ok. Ça n'a rien à voir, ouais. Je me permets de revenir à un aspect un petit peu agronomique quand même. Et pour toi, Francis, c'est quoi un petit peu l'avenir du soja? Enfin, ici à Coinsan, on n'est pas très loin de Changin, ou si je me trompe pas, ils ont sélectionné la plupart des variétés destinées à l'alimentation humaine. Tu dirais que, je sais pas moi, pour le changement climatique, c'est adapté? Et puis aussi au niveau variétal, est-ce qu'il y a des évolutions pour toi? Après, je poserai aussi la question des variétés à Madame Kim pour savoir s'il y a un peu des différences, mais d'un point de vue agronomique, c'est quoi un peu la situation? Alors au début, quand on a commencé en 2015-16, là, on avait surtout la variété Aveline qui marchait au départ plus ou moins bien. Puis après, on a eu beaucoup de problèmes avec cette variété. Et après, on est parti sur le Protéix. Et on est toujours sur Protéix parce qu'en fait, je pense que ça se transforme très bien en tofu. Et voilà. Sur le... Je me souviens plus maintenant. Non, bah un peu l'avenir de cette culture. Ah, l'avenir, voilà, ouais, l'avenir. Alors pour moi, l'avenir du soja, ben voilà, de continuer dépend par rapport à Mme Kim, la transformation qu'elle fait. Mon but, c'est de le produire que pour elle et puis pour l'autre marché du miso. Et puis moi, l'avenir, dans mes... vraiment, je vois un avenir différent, c'est que je vais essayer, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, de faire du soja après du blé, en deuxième culture. Ah oui, d'accord, ouais. Parce que je pense que sur la ferme, on pratique ça depuis bientôt 10 ans, qu'on fait du millet, du sarrasin après du blé. C'est-à-dire qu'on sème autour du 20, entre le 20 juillet et le 1er août, et on récolte ces deux cultures autour de novembre. Et tu as fait la stratégie architecturale ou pas? Semer au GPS le blé et intercaler le soja? Non, ce serait vraiment culture, juste ce serait moisson du blé. et Ça serait du blé. Et parce que je pense, ou bien pas du blé, mais de l'orge, ou avoir une culture assez précoce.
Mais je pense sur la côte, on a tout à fait le climat à mon avis. Oui. Et puis on est équipé en irrigation sur la ferme parce qu'on a des terrains très drainants. Et puis en général, le soja, chaque année, on l'irrigue même des fois des années pluvieuses, comme 24, qui était quand même assez pluvieux, on a quand même irrigué 2-3 fois. Mais en général, on l'irrigue facilement une moyenne de 5 fois. Et je pense qu'avec une irrigation, c'est-à-dire que si on le sait, on peut, même si c'est sec le terrain, on peut tout de suite mettre une petite irrigation droit après derrière, et puis ça germe. Et puis je pense que c'est tout à fait faisable. Et tu l'inocules tous les ans? Oui. Ouais. Je pense que ça vaut vraiment la peine. En discutant avec Claude-Alain Bétrix, qui est l'ingénieur agronome à Changin qui fait la sélection, ils ont bien prouvé comme quoi, surtout au prix de l'inoculant où il est à l'hectare. Ça vaut pas le coup de tenter. Non. Et j'ai fait une fois l'expérience, il y a quelques années en arrière, il me manquait l'inoculant, j'ai fait un aller-retour avec le semoir sans rien du tout. J'ai des photos, c'est coupé au couteau, on voit bien que c'est très clair. C'est vraiment, je pense que c'est très important. Est-ce que tu pourrais expliquer en 2 mots pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un inoculant pour le soja? Parce que ça coule peut-être pas de source pour certains des auditeurs ou auditrices. Oui. Alors oui, moi je suis pas non plus un agronome, mais simplement l'inoculant, c'est que le soja est une légumineuse qui a besoin d'un champignon en symbiose dans le terrain pour pouvoir créer des nodosités. Et en fait, on l'a pas naturellement dans le terrain, alors nous on le rajoute. Donc c'est des bactéries qu'on inocule, et c'est lié au fait que le soja, c'est une culture qui vient d'Asie, et du coup on n'a pas cet organisme présent naturellement dans les sols. Ouais. Oui, en fait il y a des légumineuses qui sont encore compliquées pour avoir les nodosités naturellement présentes dans les sols, et en fait sur le soja particulièrement, il y avait une hypothèse comme quoi à force d'inoculer le sol, au bout d'un moment la bactérie resterait naturellement dans le sol, sauf qu'en fait il s'avère que c'est pas si simple que ça dépend vraiment des types de sol, ça dépend des conditions pédoclimatiques aussi, et que en l'occurrence vu le prix de l'inoculat comme tu as raconté Francis, c'est que ça vaut carrément le coup de le faire tous les ans et de pas se poser la question, quoi. Si je comprends bien. Oui. Mais il me semble que le pois chiche aussi, il y a des difficultés à avoir les nodosités, non? Alors le pois chiche, en effet, on a fait plusieurs années, on n'a jamais vu vraiment de résultats, on n'a pas calculé, on n'a pas fait des essais, mais j'achète aussi de l'inoculant pour le soja, pour le pois chiche. Le pois chiche, excusez-moi. Et ça, c'est encore une autre bactérie, c'est pas le même. Oui, non. Mais c'est spécifique au pois chiche. Et du coup, on parlait un peu de variété avant au niveau de la culture. Madame Kim, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer si tu as observé des différences entre les variétés, ou est-ce que tous les sojas se valent? En fait, j'ai essayé pas avec beaucoup de variétés. Au début, comme il a dit, que c'était Aveline. Pour moi, c'était le meilleur grain. Meilleure variété pour le niveau, le goût et le texture. C'était très, 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 très bon, à mon avis. Et après, on a changé à Protex. C'est vrai aussi, pour faire le tofu, c'est aussi facile que Aveline. C'est beaucoup plus rentable. Quand je fais du lait soja et je le cuis pour coaguler, et je vois le résultat était beaucoup mieux. Avant, avec Aveline, ça m'a donné 1,4 fois de tofu que soja. Et puis maintenant, c'est 1,5 ou des fois 6. Alors, c'est beaucoup plus rentable. Mais par contre, le grain de soja Protex l'année passée était difficile. Ça, c'est un peu difficile. Maintenant, c'est encore réduire. C'est plus comme avant. L'année passée, c'était compliqué pour plein de cultures, je pense, non? Oui, en effet. 24 n'était pas l'année la plus facile. Ouais. Et puis, avant, j'avais besoin, par exemple, de 44 kilos pour avoir 100 kilos de tofu, par exemple. Mais un peu moins. Pardon, un peu 90 kilos de tofu, mais maintenant, ça ne marche pas du tout comme ça. J'ai besoin beaucoup plus de graines pour avoir le tofu que j'attends. Ouais. Et puis, j'essaie de changer le trempage de l'eau ou de broyer, mais en tout cas, ce n'est pas pareil. Et puis, une fois, j'ai essayé avec des graines, des mélanges, tout le mélange de... Je ne sais pas. C'était pas la variété, mais c'était le mélange de la ferme, comme... je ne sais pas si tu peux dire des mulerites. Non, on avait testé avec le Fibble pendant 5 ans. Oui. On avait fait, c'était en essence du Fibble qu'on avait mélangé une vingtaine de variétés de soja.
et qu'on a multiplié nous-mêmes. En semence paysanne un peu. Exactement. Et on a fait on était jusqu'à 5 ans, j'ai continué encore 6-7 ans. C'était intéressant de voir l'évolution, en effet, parce qu'il y avait au début, il y avait certaines plantes quand on sélectionnait à la main, on a toujours sélectionné à la main. Et c'était intéressant de voir des plantes qui étaient encore toutes vertes, d'autres qui étaient carrément toutes sèches et toutes les graines étaient au sol. Et on a gentiment sélectionné. J'ai trouvé très intéressant cette sélection pour voir l'évolution. Mais finalement, on a vu que c'était pas spécialement le tofu. extraordinaire. Voilà. Et puis en plus, en culture, ça restait une variété. Oui, mais aussi que je veux dire, des graines, comme des fois tu prends chez Mulrite, qui est des mélanges, c'était la même variété Protex, mais c'est un mélange de la ferme de partout en Suisse. Et c'est facile à faire le tofu, mais le goût est moins bon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Donc le soja de Coinsin est supérieur aux autres. Oui. Ouais. Moi, j'ai une petite question aussi parce que le sujet de ce podcast, c'est pas seulement le tofu, c'est aussi les légumineuses au sens plus large. J'aimerais qu'on revienne un petit peu aussi sur ton expérience, Francis, de commercialisation de graines sèches. Tu fais des paquets de quoi, 500 grammes ou... Oui, alors on a en général les légumineuses, c'est des 500 grammes en effet. Et après, c'est du vrac, et 5 kilos, 10 kilos, 25 kilos. Ouais. Et puis tu fais donc lentilles, pois chiches, soja. Il y en a une que j'oublie. Lentilles, c'est déjà quoi, lentilles vertes? On fait les deux, la noire et la lentille verte, la Nicia. Et puis, c'est quoi un petit peu les retours que tu as de ta clientèle? Parce que tu as quand même la chance d'avoir un magasin sur la ferme où tu vois quand même, tu as un contact avec ta clientèle qui est assez important. C'est quoi un peu les retours que tu as? Tu dirais que c'est quoi les facteurs de succès qui font que ça se vend bien ou de marketing qui ferait que ça pourrait bien marcher si tu avais des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Je pense que la première des conseils, c'est soyons un peu curieux et puis testons autre chose. Je pense que c'est la première des choses parce qu'on a toujours l'habitude de manger un peu toujours la même chose, des pâtes, du riz. Et puis, oui, c'est vrai que la lentille, moi j'ai 40 ans, un peu plus de 40 ans. Gamin, c'était quelque chose d'exotique, la lentille. Que maintenant on voit que c'est vraiment quelque chose que tout le monde la connaît. Et puis, je pense que c'est pareil avec le pois chiche. Le pois chiche, ça commence à venir de plus en plus. Et quand on a connu le pois chiche avec le mousse, qu'on peut en faire, mais on peut faire plein d'autres choses. Et je pense que peut-être le pois chiche, dans 20 ans, il sera aussi très couramment dans nos tables, même dans les restaurants peut-être. Et voilà, mais je pense que c'est une alternative, justement, parce que si on prend notre alimentation occidentale, on mange beaucoup de blé, de base de blé. C'est-à-dire que, et si on peut diversifier, et puis voilà, ouais. Tu dirais qu'il y a quand même un avenir pour ces légumineuses qui sont vendues en graines sèches, comparé à un produit transformé, je pense par exemple au tofu ou bien au houmous ou des choses comme ça? Oui, je pense que les légumineuses, surtout en bio, oui, on a une clientèle. Nous, on a 100% bio, la ferme. Notre magasin, il est aussi 100% bio. Alors automatiquement, on a une partie de gens qui viennent pour ça, d'autres pas forcément. On est en mix, notre clientèle. Mais oui, je pense qu'ils sont là pour tester d'autres alimentations. Et je pense que la lentille, ça se prête bien avec en saucisson vaudois et d'autres choses. Est-ce que vous aviez encore quelque chose à ajouter? Ou bien est-ce que Madame Kim, t'aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la fabrication de tofu? Moi, j'en connais 2-3 des jeunes qui se sont lancés ces dernières années à petite échelle. Ça marche? Tu dirais que le marché du tofu, il est prometteur, il est en expansion, ou bien au contraire, c'est quoi un peu tes constats? Bonne chance. Oui, je pense qu'il faut avoir plusieurs producteurs, productrices de tofu ou la même chose. Comme ça, le marché, ça va fonctionner. S'il y a un seul producteur, ça ne marchera jamais. Et aussi, j'aimerais conseiller d'apprendre bien les lois d'hygiène alimentaire en Suisse parce qu'après, on aura pas mal de chocs, pas mal de changements de ça. Alors, il faut bien préparer. Mais surtout, comme Francis l'a dit, être curieux, c'est le plus important. Il faut essayer. Et puis, si ça ne marche pas, on change. Et pour ça, en Suisse, je trouve qu'il y a un très bon système, ça veut dire le marché.
Et vous allez au marché où vous habitez et essayez de vendre et regarder avec votre client et discuter qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et comme ça, on change. Il ne faut pas commencer avec toutes les installations. Comme je vous ai dit, même si j'avais beaucoup d'aide d'installation de la ferme et de Francis, mais je pense qu'il faut essayer avec un casserole. Comme ça va. Vous allez voir si ça va marcher ou pas. Donc la curiosité, je pense que c'est un beau mot de la fin. Exactement. Moi, j'aime bien cette idée. Moi, j'ai une petite chose à rajouter. J'aime particulièrement la culture du soja parce que c'est une culture quand même en bio qui est assez technique. Et c'est vrai que c'est pas comme du blé, le désherbage et tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le soja, parce que c'est vraiment technique. Et puis quand on a une belle parcelle qui est presque vraiment propre, on a bien plaisir à la moissonner au mois de septembre. C'est vrai. Je peux aussi faire. C'est aussi une belle Je peux culture. continuer mon travail si tu es intéressé. Donc curiosité, belle culture. Le retour du marché aussi, le ça, retour c'est du important, marché. hein. On a vu d'avoir le feedback des gens au marché à la ferme ou bien sur les marchés en ville, c'est précieux. Parfois des belles idées commencent par une casserole et une spatule. On va garder ça comme mot de la fin. Je vais vous remercier tous les deux vivement d'avoir répondu présent à l'appel pour enregistrer ce podcast. C'était un plaisir. Merci. Et merci à toi Jawad pour l'animation et pour le partenariat. Merci à toi. À bientôt pour un nouvel épisode du Champ des Possibles sur un autre sujet. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir.